Salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est chez Sony et honnêtement, ils ont probablement l'un des stands les plus grands de l'IBC. Il y a plein de choses à découvrir, donc je pense qu'on va faire une vidéo dédiée par rapport à eux. Et franchement, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est juste extraordinaire, c'est Jean-Yves. Il est passionné, ça fait je ne sais combien d'années qu'il travaille chez Sony, il a tout vu chez Sony et il va vraiment tout nous présenter. Donc j'ai complètement hâte de mon côté, allons-y tout de suite. Nous sommes actuellement avec Jean-Yves, donc Jean-Yves qui est spécialiste chez Sony et qui parle aussi français, donc c'est vraiment excellent pour nous. Alors Jean-Yves, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les nouveautés en 2023 de la part de Sony? Je sais que j'ai vu pas mal de monstres qu'on verra un petit peu plus tard, mais quelles sont les nouveautés là qui sont sorties cette année? Avec très grand plaisir. Chez Sony, on a la chance d'avoir un nouveau bébé qui vient de naître vendredi dernier, à 16 h exactement, et qui a un joli nom, il s'appelle Burano. Je ne sais pas si on voit le nom sous l'écran là-haut. Voilà, Burano, pour ceux qui ne sauraient pas où c'est une petite île dans la lagune de Venise, et c'est en fait un clin d'œil à cette caméra, en fait, qui est la petite sœur d'une caméra qu'on a déjà sortie il y a 2 ans maintenant. Concrètement, c'est une famille, hein, il y a déjà 2 membres dans la famille, Venice et Venice 2, et donc cette petite sœur augmente la famille, c'est le 3e enfant dans la famille, et donc elle a ce joli nom de Burano pour faire justement écho à Venise. Venise, 2 caméras de cinéma, Venice 1 et Venice 2, et puis cette nouvelle caméra qui arrive, qu'on a appelée Burano, et qui est en fait la petite sœur, beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère, et qui va permettre de faire du cinéma, mais à l'extérieur et tout seul, ou en équipe très réduite. Et d'où est-ce qu'il vient ce lien avec l'Italie là? Il vient justement de Venise. Au départ, quand on a lancé cette caméra de cinéma, en fait, il fallait faire plaisir à la fois aux Américains et à la fois aux Européens. Il fallait faire plaisir un peu à tout le monde pour trouver un nom. Donc on avait bien un nom de guerre, de conception, c'était Berlin, moins vendeur. Donc comme on voulait faire plaisir aux Américains, dans cette grande avenue de palmiers qui débouche sur Venice Beach à Los Angeles, oui. Et là vous avez tous les couchers de soleil avec tous les acteurs américains, les fameux acteurs américains qui sont en fait l'icône du cinéma. Et bien c'était pour faire un écho à ça. Donc Venice Beach à Los Angeles et Venise. Venise c'est l'Italie, c'est la Renaissance, c'est la beauté, c'est la couleur, c'est tout ça. Ça évoque. De cette manière on fait plaisir aux Européens et aux Américains. Exactement. À la fois. Donc c'était un nom en fait qui était un peu fédérateur pour que cette caméra soit correctement identifiée, correctement perçue comme une caméra de cinéma. C'est pour faire du long métrage. Là on est donc 6 ans après la Venice 1 et 2 ans après la Venice 2. En 6 ans d'expérience, les petites remarques qu'on a eues, elles disent, oui c'est bien votre caméra mais vous pouvez pas nous la faire un peu plus compacte, un peu plus légère. Parce que tout le monde cherche de toute façon maintenant. De toute façon. Alors on l'a fait parce qu'entre la Venice 1, si ça vous intéresse, on ira sur le stand là-bas pour voir les différences. Avec grand plaisir. Voilà. Entre la Venice 1 et la Venice 2, on a déjà commencé par compacter la caméra en mettant le système d'enregistrement RAW à l'intérieur. Donc déjà la caméra elle a perdu quasiment 6 cm. Déjà waouh, c'était déjà la version compacte, quoi, on va dire presque la mini. Mais c'était quand même une caméra de cinéma qui est fait pour tourner en équipe. Cinéma c'est un chef opérateur, un directeur de la photo, un assistant 1, un assistant 2, le preneur de son, enfin bref c'est toute une équipe. Il faut au moins 5 ou 6 personnes pour faire marcher une caméra sur un plateau de cinéma. Dès qu'on s'extrait des studios de cinéma et qu'on commence à aller faire du tournage de magazines haut de gamme, de documentaires, de beauty, de plate dans la nature, eh ben l'équipe ça coûte cher, c'est compliqué à déplacer et c'est toute une logistique qui est un peu complexe. En parallèle de ça, les plateformes et les technologies des écrans domestiques a fait des progrès mais gigantesques. Vous mettez mode cinéma, vous êtes au cinéma. C'est beau, il y a de la couleur, il y a de la dynamique. C'est le cinéma qui est un peu rentré chez les gens aussi. Ouais, et les gens se sont habitués avec les plateformes et surtout à cause du Covid. Ils ont beaucoup plus adhéré aux plateformes et beaucoup plus consommé de la belle image. Ils ont complètement basculé dans la belle image. Vous avez des séries télé mais magnifiques, Peaky Blinders, Ozark, Breaking Bad, vous voyez les images, mais c'est beau. Vous y êtes, quoi. C'est très immersif. En parallèle de ça, eh ben, la demande et le niveau d'exigence d'image, ben, il monte. Et ça n'a pas échappé aux producteurs. Donc on a aussi une dérive de la production de type télévision, qui était fait avec des caméras de télévision, ça c'est un peu fini, vers du grand capteur, de la plus belle couleur,
de la meilleure post-production. Donc il y a toute cette demande du téléspectateur, cette attente d'avoir cette rencontre avec l'immersion et la qualité qu'on n'avait pas encore il y a, avant le Covid, quoi. Voilà, donc la Murano, c'est la dernière née. Elle permet à un opérateur seul d'avoir tous les outils sous la main, comme s'il avait une équipe embarquée dans sa caméra. La mise au point automatique par détection de visage et d'œil par intelligence artificielle. Okay. La gestion des filtres neutres pour pouvoir travailler à iris constant et profondeur de champ constante. Le système de stabilisation à 2 niveaux pour pouvoir à la fois faire du zooming, du téléphoto et avoir une belle stabilité d'image et en même temps aller courir après quelqu'un pour avoir une sorte de steadicam, mais dont ce steadicam c'est ton bras. Là, tout ça c'est dans la caméra. Super impressionnant. Capteur 8,6K, full frame, c'est le format photo privilégié. Et chez Sony, ça fait partie d'une famille qu'on appelle Cinemaline. Tout ce qui s'appelle Cinemaline, c'est full frame chez nous. Là, vous avez une mise en œuvre de ce qu'on appelle la virtual production. C'est principalement fait pour faire des tournages de clips, de scènes de films. Il y a beaucoup d'applications possibles. Mais l'idée, c'est de coupler une caméra cinéma, en l'occurrence, on prend des caméras cinéma, et un système de grand écran LED, voilà, pour avoir en fait un décor virtuel qui va être recalculé en fonction de la position de la caméra. C'est comme si vous étiez dans la nature, vous ayez donc un certain angle de champ, un cadre de prise de vue, et que quand vous bougez votre caméra, c'est le décor qui change, comme si vous aviez changé votre angle. On le voit très bien sur l'exemple qui est en haut de toute façon. Exactement. Là, vous voyez le réel, le fixe, mais quand vous voyez l'écran qui est au-dessus, le rendu, sortie de caméra, vous voyez bien que quand il fait plonger la caméra, vous voyez ce qu'il y a sur le devant du décor. Absolument. Quand vous faites monter la caméra, vous voyez ce qu'il y a dans les arbres, dans les feuillages. Donc, et tout ça avec le premier plan en accord. Donc c'est un système, c'est un processeur image derrière, une carte graphique, qui fait le calcul et qui rend cette réalité. On peut faire plus fort, hein. On peut le faire avec des images complètement de synthèse, parce que ça finalement ça a été filmé, c'est juste une grande image. Mais on peut le faire avec des images de synthèse 3D calculées, et donc vous pouvez vous balader dans une ville, vous pouvez filmer des hauts de gratte-ciel, mais qui n'existent pas, qui sont complètement calculés dans un monde virtuel. Et comment ça marche pour créer quelque chose comme ça, pour le programmer avec la caméra? Alors la caméra elle fait que filmer là, en l'occurrence. Elle est sur un système qui est derrière. Il y a un système qui détecte la caméra dans l'espace. On peut mieux le voir sur cet écran ici. Ça c'est l'outil d'assistance à la préparation des scènes, mais ça illustre bien comment ça marche. En fait, la caméra, on la voit, elle flotte. Elle est exactement par rapport au décor, dans la position réelle ici, qui est détectée par des capteurs. Alors là, en l'occurrence, c'est sur la grue. Ces capteurs renvoient les informations au calculateur. Ils recalculent la scène avec les bons angles en temps réel. Alors ça, par contre, c'est une vraie piste de développement pour pouvoir optimiser les productions de cinéma, le temps, donc le budget, et surtout essayer d'être le plus green possible, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, ça dépense beaucoup d'argent à fabriquer des décors, à déplacer des acteurs, à déplacer des équipes, à éclairer, détruire les décors, et ça coûte beaucoup d'énergie surtout, c'est surtout l'énergie. Si vous pouvez tout centraliser dans un planning serré, où les décors, vous n'avez pas besoin de les construire, puisqu'ils vont être fabriqués, soit ils vont être filmés, soit ils vont être fabriqués virtuellement, vous gagnez énormément de temps et vous gagnez énormément d'énergie. C'est surtout sur l'énergie. C'est pas tellement l'argent, parce que ça coûte quand même cher tout ça. Mais à argent égal, on est en consommation d'énergie dans un rapport 75%, 25%. C'est-à-dire qu'on a une économie de 75% de l'énergie qui aurait été nécessaire. Bilan carbone, disons-le en bilan carbone. Ça se mesure en tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça le vrai outil de mesure. Et Sony a vraiment un engagement solide par rapport à ce zéro carbone. On a un programme, si vous allez voir après tout à l'heure faire quelques plans, on a un programme zéro carbone sur le devant de notre stand là. Pour 2025, on soit pratiquement à l'équilibre et on amorce la réduction d'émissions après. Et juste pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui des films sont produits de cette manière-là? Oui, bien sûr. Mandalorian, c'est une série, ça a été produit comme ça. En France, pas trop encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de studios équipés. Il y en a un à Paris sur les studios du Landy qui s'appelle Plateau Virtuel, pour lequel il y a une conférence hier. Oui, ça commence. Aujourd'hui, c'est plutôt les clips, c'est plutôt les pubs. Mais oui, ça commence. Il y a 5 studios en France. Il y en a un Sony, mais il y en a 5 avec d'autres marques. Dans les plans de production, ils commencent à intégrer de plus en plus cette technologie. C'est pour ça que nous, on développe, on investit pour pouvoir la délivrer avec la meilleure qualité possible. Alors en parlant de ça, on va voir aussi les choses extraordinaires. La dalle unitaire de l'écran qui est derrière. Et ça, vous pouvez en mettre énormément. Vous pouvez en stacker jusqu'à 20 en hauteur et presque autant que vous voulez en largeur. Pour vous donner une ordre d'idée, l'écran virtuel de Plateau Virtuel fait 18 mètres de large sur 6 mètres de haut. Ça fait 90 mètres carrés. Ça fait déjà un bon... On peut faire déjà des très belles choses. En plus grand et avec la possibilité d'aller plus près, la dalle que vous avez vue derrière, c'est la même qui est ici. Alors on lui a donné aussi un petit nom italien. Vous aimez beaucoup l'Italie ici? Ah oui, en ce moment, c'est notre phase Italie. Donc il s'appelle Verona, hein, la technologie s'appelle Verona. Donc ce sont des blocs, comme vous avez vu, d'à peu près 50 par 50. D'accord. Et dans cette génération-là, on peut les stacker en les montant les uns sur les autres. Alors que la génération précédente, il fallait les monter sur un châssis qui soit extrêmement solide, qui
bouge très peu, qui se dilate pas, etc. Donc c'était très coûteux. Là, on a un système qu'on peut emboîter les uns dans les autres. On est un peu sur du Lego, quoi. Ouais, c'est ça, un peu précis, mais quand même sur du Lego. C'est un peu ça. Si, disons-le comme ça, ça me va. Et donc du coup, vous pouvez construire les structures que vous voulez, et vous pouvez même imaginer les rendre mobiles, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir un studio dans les Pyrénées parce que je vais faire un film sur l'ours, mais que j'ai plein de scènes que je peux pas faire avec un ours, c'est quand même dangereux comme bestiau. Un peu dangereux, oui. Voilà. Donc, et puis c'est un peu cher, donc je vais faire mes scènes un peu touchy. Voilà, donc vous faites votre plateau pas loin et vos acteurs peuvent être apportés, donc pas de transport, pas d'hôtel, pas de truc, tout est sur place, vous diminuez les frais. Ça, c'est une technologie vraiment qu'on essaie de pousser pour vraiment avoir la meilleure réponse possible en termes de satisfaction des directeurs de la photo. Il faut que la couleur soit au rendez-vous, il faut que la texture soit au rendez-vous. Là, on est sur une image 100% virtuelle calculée. Ça, c'était pour la partie écran LCD. Ouais, super. Je pourrais aussi vous parler des workflows qui y sont associés. Par exemple, pour accélérer les workflows, on a développé aussi des solutions cloud. Ça s'appelle Creative Cloud. Et cette solution permet à des caméras comme la Burano, alors pas la Venice, c'est pas fait pour, mais à des caméras comme la Burano, d'enregistrer en parallèle des rushs RAW, la matière noble du tournage, un proxy sur petite carte SD. En HD. Ce proxy, il peut être envoyé directement dans un cloud par un système de transmission sans fil. On l'envoie dans le cloud. Ça veut dire que la personne qui gère l'éditorial, la scénarisation, peut vérifier que les images qui arrivent en même temps, même si la personne est à l'autre bout du monde, il peut vérifier que ça correspond bien au scénario, qu'il ne manque pas un plan, que c'est raccord, et que s'il manque 2-3 plans pour illustrer, il peut encore donner un coup de bigot à son caméraman en disant tiens, tu peux pas me refaire un petit travelling sur le machin, ça me fait un plan raccord pour là, etc. Et pas à la fin du rush où finalement on a fini. On a tout fini. Oh putain, il nous manque un plan, on va faire un ralenti. On va bricoler un truc, on va faire un fondu, on va mettre une image d'archive. Et on peut en plus associer à ça la transmission des LUT. Les LUT, c'est les lookup tables, c'est les rendus images qu'on arrive à amener de la post-prod vers le tournage en amont du tournage. C'est-à-dire qu'on sait déjà quel look final on veut, on crée une LUT de rendu, cette lookup table, on la charge dans la caméra, on l'applique lors du tournage, et comme ça, le caméraman, plus l'assistant, plus le réalisateur, ils peuvent diriger leurs éclairages comme ils ont prévu de le faire en vérifiant que le rendu couleur est bon. Et si jamais il y a un incident, il le voit tout de suite sur le plateau. Ça veut dire qu'en termes de réactivité, en termes d'efficacité, ça rassure tout le monde. Parce qu'anciennement, le cinéma, c'était du film, tout est dans la boîte, ça part à la chimie et puis il sort ce qui sort. C'est parti maintenant pour les monstres de chez Sony, j'ai hâte de les découvrir. Les Venice, c'est déjà du costaud. Oui, alors clairement, on est déjà sur un costaud, bien sûr. L'écran, là-bas, c'est déjà du costaud. Bien sûr. Mais là, on a vu des caméras ultra impressionnantes qui sont là, juste ici. C'est très impressionnant parce que ça, c'est des caméras qui servent à faire du live. Alors, on n'est plus dans un workflow où on tourne, où on monte, etc. Là, on est dans du multicam, on essaye de faire que le téléspectateur soit le plus en mode immersif possible. Donc ça veut dire que c'est quand même un sacré job. Si vous avez déjà vu comment est foutu un match de foot, le nombre de caméras qui commutent, sans perdre le fil du sens du ballon, sans perdre le sens du jeu. Ça, c'est une caméra qu'on vient de sortir aussi il n'y a pas longtemps, elle est sortie l'année dernière, fin 2022, début 2023. Là. Elle n'est pas très vieille. Et en fait, c'est une caméra un peu atypique parce qu'elle a un grand capteur type cinéma en Super 35, donc pas full frame, parce que là c'est compliqué, mais Super 35, en 4K. Elle est aussi en global shutter. Alors, ça parle peut-être pas aux gens qui vont nous écouter ce que c'est que le global shutter, mais le global shutter, c'est pour avoir un mode de fonctionnement d'acquisition d'image identique à celle du film. C'est-à-dire que vous ouvrez l'obturateur, vous isolez, vous fermez, toute l'image est imprimée en même temps. Alors qu'en télévision, c'était pas comme ça. On analyse le capteur en haut en bas. Si l'image a bougé entre-temps, eh ben, le haut se retrouve plus en phase avec le bas. Donc vous voyez ça dans les images de GoPro, tout ça, quand vous voyez les avions, les drones, machin, avec les hélices qui tournent plus, ou qui tournent à l'envers, ou qui se déforment, qui sont complètement, ou qui sont ovales, les roues des voitures qui sont ovales, les pales d'hélicoptères qui sont complètement tordues. Ça, c'est l'effet rolling shutter. Et l'effet rolling shutter, en live, on n'en veut pas, parce que ça déforme la réalité. On veut être plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc déjà, la cadence image, elle est beaucoup plus élevée. En film, c'est 24-25 images, et en live, c'est 50 images minimum. On a créé cette caméra sur un capteur qu'on avait déjà pour le film il y a déjà maintenant 7 ou 8 ans, et on l'a mis dans cette caméra pour pouvoir justement avoir l'aspect beaucoup plus joli, beaucoup plus réaliste, en même temps avoir toutes les facilités qu'on a l'habitude d'avoir dans un tournage live. Regardez, une caméra de tournage live, c'est très facile à identifier. Ce que j'allais demander justement. Vous n'avez qu'un seul câble pour transporter les signaux de sortie, les signaux de retour, parce que vous avez toujours un retour régie, pouvoir cadrer l'interview en dehors des logos, parce que sinon, s'il a un gros logo au milieu de la figure, c'est pas joli. Vous n'avez jamais demandé comment il faisait le caméraman pour jamais mettre les logos sur le visage du gars? C'est vrai. Eh ben, en fait, c'est parce qu'il cadre en dehors des logos. Il a le signal de retour qui arrive dans son viseur. Il a un bouton qui s'appelle Return, il appuie dessus et il voit le signal qui est vraiment émis.
Et donc du coup, il va cadrer en fonction de ça. Vous avez un système d'intercom avec plusieurs canaux pour dialoguer avec la régie, parce qu'en fonction de là où vous êtes, on va vous demander de faire un plan plus serré, plus large, suivre machin, etc. Donc vous écoutez les ordres. Et vous avez un système optique. Alors là, celui-là, il est monstrueux. Ah, il est monstrueux. Il est juste monstrueux, parce que c'est un grand capteur. Donc il est monstrueux pour pouvoir aller zoomer, aller chercher le ballon, aller chercher l'action quand la caméra elle est au fond des gradins du stade, quoi. Je vois ça sur un 1000 mm là. Un 25 000 là, ça dépote. Donc forcément, ça fait un truc un petit peu anormal, quoi, un peu atypique. Mais le prix est aussi avec. Hein. Ah, j'imagine qu'il est aussi C'est atypique. un peu cher. Et en gros, il en faut 8 à 15 pour faire un match de foot, Ligue 1. Une finale de Coupe du Monde, c'est entre 8 et 15. Et à manier, est-ce que c'est si compliqué que ça? Ah non, pas du tout. C'est fait pour que ce soit très très simple. Tout est équilibré. Alors là, on l'a pas débrayé, mais l'opérateur de prise de vue ne fait que le point et le cadre. Tout le reste est fait en régie. L'image est matchée sur les autres caméras avec des pupitres. Ça, c'est le pupitre de contrôle image. D'accord. Mais c'est pas le caméraman qui gère l'image. Contrairement au reportage documentaire où tu fais tout sur le terrain, tu t'occupes du son, tu t'occupes de l'image, tu t'occupes du cadre, tu t'occupes de tout. Là, le rôle du cadreur, du caméraman, c'est d'avoir l'œil dans le viseur, l'intercom sur les oreilles, d'écouter les ordres, de cadrer, de faire le point. C'est son job. Il doit vérifier qu'il maintient ça selon les ordres qu'il reçoit pendant toute la production, sans jamais cligner des yeux. Et ça, c'est pour montrer le niveau d'attention qu'il doit avoir. Et les pupitres, c'est un autre métier, ça s'appelle l'ingévision, l'ingénieur vision. L'ingénieur vision, il va avoir toutes les caméras, les 16 caméras devant les yeux. Alors en fait, il a un bouton pour les commuter, puis il a une mosaïque pour toutes les voir. Il est en régie. Il est en régie. Et lui, son travail, c'est de faire que toutes les caméras aient la même réponse couleur, la même exposition, pour que le réalisateur qui est sur son mélangeur, le vision switcher en anglais, le mélangeur en français, lui, il puisse à tout moment dire je prends la caméra 8, je prends la caméra 2, et il sait que ce sera raccord à l'image. Il n'a pas besoin de se dire attends, mais il faut que tu fasses le point, il faut que tu fasses le iris, la couleur ça va pas. Il n'a pas besoin de dire ça. On va se faire une dernière caméra ultra impressionnante que Jean-Yves voulait nous montrer. Ici, on est dans un registre plus des caméras robotisées. Donc c'est des caméras qui sont déjà sur un support qu'on peut contrôler à distance. Alors j'avais un peu vu celle-là, je crois qu'on a la possibilité aussi de préparamétrer certains mouvements. C'est ça, on peut les enregistrer, on peut mettre les presets et du coup un opérateur seul peut gérer différents plans d'une même caméra. Et donc s'il a plusieurs caméras, il peut gérer différents plans. Donc c'est fait pour faire vraiment une production seule. Alors après, le niveau d'exigence n'est pas le même non plus que sur les matchs de foot, mais ça permet de faire ça. Mais l'exception chez Sony par rapport à toute l'offre du marché, c'est qu'on est sur du grand capteur du coup. Et là, on a un look d'image sur des petites caméras comme ça qui est juste beau. C'est juste beau, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ça donne un look un peu particulier et unique. Et sinon, on a de l'intelligence artificielle dans les petites caméras noires là, qui permettent aussi de silhouetter une personne et de la suivre ensuite sur une estrade quand elle se déplace. C'est la démonstration avec la jeune femme quand elle se lève et qu'elle bouge. Donc c'est ça la démonstration. J'imagine que là, on est plus sur des productions intérieures. Oui, on est sur du congrès, de la salle de congrès, de la conférence, ce genre de choses. Ça, dans les trucs un peu techno, un peu geek, c'est quand même de la super techno déclinée en produit. Ça, c'est un encodeur. Tu vois, cette boîte là, cette boîte noire. Elle est montée sur un caméscope d'épaule. C'est le caméscope de référence des reportages. Ça fait Paris-Dakar, ça fait Koh-Lanta, ça fait tous ces trucs-là. Ça a la même qualité d'image que les caméras studio qu'on a vues qui font les matchs de foot, tout ça. Exactement le même capteur, c'est la même qualité, mais ça enregistre. Les autres n'enregistrent pas. Il y a un système d'enregistrement. Il y a des cartes. On met des cartes dedans pour enregistrer. On a une sérieuse demande pour que cette caméra, qui est une caméra voltigeur, hein, c'est fait pour faire de l'image run and gun, cette caméra-là, elle puisse être intégrée au système caméra fixe avec le fil pour pouvoir être contrôlée à distance par l'ingévision. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un ingévision. Et donc, du coup, faire partie du dispositif de caméra, mais à tout moment, tu peux aussi enregistrer pour faire les petites interviews qui ne seront pas diffusées en direct, mais qui serviront à faire les petits reportages, des pastilles. Mais sauf qu'on ne peut pas la connecter sans fil dans l'environnement que j'ai expliqué. Et donc, du coup, on a créé cette boîte qui prend le signal de sortie, qui l'encode en HEVC, c'est du H265, qui le transmet soit en 5G par l'intermédiaire d'un téléphone monté en modem, soit en fil, là on l'a mis en filaire, sur un récepteur qui est ici. On va pouvoir, sur une bande passante de 100 mégabits, partir de 12 gigabits, qui est le signal UHD de sortie de la caméra 4K. On passe par du 100 mégabits, on transfère par le réseau 5G, on arrive sur le récepteur, on décode et on affiche. Et pour faire tout ça, ça ne fait un retard que de 2 images. On appelle ça low latency. Donc si je fais... Quand je frappe dans mes mains, tu vois qu'il y a un léger retard entre les deux. Ça c'est le direct, ça c'est le transmis. Et ce petit retard de 2 images, avec ce système de transmission d'encodage-décodage, c'est unique. Et donc là, on a un retard de 2 images
aussi en 5G ou j'imagine que c'est un petit peu Oui, plus? non, en 5G, non, c'est pareil. En 5G, en fil, en quoi que ce soit, c'est exactement le même système d'encodage et de transmission. Donc ça, quelle que soit la façon dont tu rejoins le réseau, en 5G ou en fil, ça change rien au système derrière. Donc ça, c'est quand même un truc fabuleux parce que par ailleurs, ça va permettre de renvoyer le pupitre en 5G vers la caméra et donc de réintégrer la caméra dans le dispositif des caméras de live qu'on a vu tout à l'heure. Et donc l'ingé vision, il va pouvoir l'avoir comme si c'était une caméra qui était sur son pied dans les gradins, il va pouvoir la gérer pareil. Donc le réalisateur va pouvoir la commuter à tout moment à l'écran, elle va être matchée avec les autres. C'est super. Top Chef, ça se fait avec ça. Bah oui, forcément, on les voit bouger Ben constamment. ouais, ils sont en train de suivre des candidats, Ouais. c'est du quasi live parce que bah, c'est une compétition, donc tu peux pas dire bah non, on la refait. Ouais, mais mon plat il a cramé, ouais, je peux pas le refaire. Donc toi c'est un truc bien sûr. qui vit, donc tu peux pas le dire Ouais. stop, on la refait, on met tout le monde en place, on fait les non, ça marche pas comme ça. Il se passe quelque chose, tu dois filmer, il faut que tout ce qui se passe ce soit dans la boîte pour qu'après à la post-prod, ils puissent réécrire proprement l'histoire, faire le format monté, diffusé. C'est ces caméscopes là maintenant qui sont devenus les références sous ce genre de production. C'est une expérience incroyable. En fait, au début, ça paraît un peu lourd, mais au final, on s'y habitue assez vite. Il faut quand même avoir une épaule assez costaud. Alors moi, de mon côté, là, j'ai un câble. Donc, évidemment, il me gêne un petit peu. Tu as une stabilité avec, J'ai remarqué que le poids, il était contrebalancé entre derrière et devant. c'est ça. Donc en fait, je pouvais pas tomber. Non, ni tu en peux arrière, pas. Non, ni non, en non, non, avant. non, c'est ça. Tu as de l'inertie, donc tu fais des plans fixes, tu n'as pas besoin de stabilisateur. C'est super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, pour votre temps. merci. Et on espère vous revoir très vite, peut-être sur un autre salon à l'occasion. Eh ben, j'irai me voir sur internet du coup, Eh sur, ben, sur complètement. YouTube. Absolument. Il faudra m'envoyer Sur un petit YouTube. lien alors. On est d'accord, Jean-Yves, c'est une personne qui est super sympa, extraordinaire. Il est passionné par la marque de Sony et ça fait trop plaisir en fait de l'écouter. Même si jamais on ne connaît pas cet univers, on se renseigne directement et on veut savoir en fait finalement tout ce qu'il a à nous dire. Donc j'ai vraiment trop aimé. Et pour vous dire même, on a passé je pense 1 heure complète sur la journée à discuter ensemble. On a fait 30 minutes ce matin, ensuite à midi on est revenu pour filmer quelques plans. Et Jean-Yves il est revenu me voir et il m'a dit écoute si tu veux, ce matin on n'a pas encore tout vu, là j'ai pas de rendez-vous, on peut en parler. Et vraiment, il m'a pris sans rendez-vous, il aurait pu aller se reposer, faire autre chose, pas du tout. Il est tellement passionné qu'il s'est dit, je vais lui montrer les autres caméras qui sont par là, etc. Donc vraiment, merci beaucoup Jean-Yves, si vous regardez la vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous parler. Et j'espère évidemment que vous avez apprécié tous ces beaux messages de la part de Jean-Yves autour de Sony et des grosses nouveautés qui sont ici. J'espère aussi que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous. Et nous désormais, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.